Et donc, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a fait la dernière fois? Ben, nous, on n'était pas là. Alors, Ouais. Et c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. On avait revu, je crois, les négations affirmatives et puis les négations négatives. J'avais du mal à comprendre et puis là, je pense que c'est bon, quoi. Ouais. Les négations affirmatives et non affirmatives. Et puis quoi? Euh, les doubles négations, peut-être, non? Oui. Ok, donc ça doit être les négations. On a dû certainement parler des négations. Et ensuite, on était arrivé, alors, voyons voir. Réalité et compréhension intellectuelle. Oui, très bien. Très bien. Production dépendante, oui. Ouais, parfait. Très bien. Et ensuite, je crois qu'on avait été au passage réalité et compréhension intellectuelle. Et on arrive donc au passage qui est intitulé Des étapes successives pour comprendre les deux vérités. Ouais. Ouais. Donc chez moi, c'est 39, mais chez vous, ça doit être 37. 37. 37, ok, super. Excellent, excellent, excellent. Très bien. Donc on va voir en effet que c'est progressif, que c'est pas comme ça, en claquant des doigts, paf, un jour ou l'autre, on a une réalisation directe de la vacuité. Un peu comme Praline en ce moment. Elle est très câline en ce moment. Très bien. Ouais. Donc, ce que dit Saint-Saint, il dit, pour comprendre par quel processus sont établies les deux vérités, prenons l'exemple d'un objet courant tel qu'une fleur. Une fleur, Ah, un- Ah, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Oui. Ouais, beaucoup mieux. Ok, super. Il y a un moine qui moud du café. Peut-être. On dirait un radiateur de portable, mais branché sur tondeuse à gazon. Ok. Vous m'entendez? oui, un Ouais. peu. Oui. Un peu? Pas beaucoup? Non, mais ça va, ça va. Ouais, ok, très bien. Avant, plus du tout, mais là, ça va. Ah bon, super. Ok. Donc, sa sainteté dit, on prend par exemple une fleur. Il dit, premièrement, l'objet, la fleur apparaît à l'esprit. Hein, ça, c'est facile. Et sur la base de cette apparence, nous sommes capables d'examiner sa nature véritable. Le compendium des instructions, le Shiksha Samuccaya de Shantideva, regorge de citations des sutras, regorge de citations des sutras où le Bouddha parle avec une abondance de détails du principe de causalité qui existe dans la nature. Comment la réunion de certaines causes et conditions produit certains effets, déclenche certaines situations. Donc ça, c'est assez facile. Dans ces écritures, on traite abondamment du niveau conventionnel de la réalité. En examinant comment des causes et conditions particulières provoquent des événements particuliers, nous nous familiarisons avec ce monde de multiplicité qui, à son tour, a un effet direct sur notre expérience. Donc ça, on peut le constater directement. Donc ce n'est en comprenant bien comment les choses fonctionnent dans le monde des phénomènes, le monde de la réalité conventionnelle, que l'analyse de la nature ultime de la réalité peut être abordée. Donc ça, c'est ce que dit Aliana Garjuna dans le chapitre 24 du traité du milieu, à la strophe 10. Il dit littéralement Vyavaharam anasritya paramarto nadeshyate. Ça veut dire que sans s'appuyer sur le conventionnel, on ne peut pas montrer l'ultime. Donc, il faut nécessairement s'appuyer sur le conventionnel pour essayer de décrypter ce conventionnel et d'arriver à l'envers du décor, en fait, d'essayer d'observer un petit peu cette nature ultime, cette vacuité. Ouais, ça vous parle? Ouais, très bien. Oui. Ok, super. Donc, ce n'est qu'en comprenant bien comment les choses fonctionnent dans le monde des phénomènes, le monde de la réalité conventionnelle, que l'analyse de la nature ultime de la réalité peut être abordée. Donc, nous sommes alors capables d'identifier pleinement la non-coïncidence entre nos perceptions du monde
et la nature véritable des choses. C'est pour ça qu'il y a ces deux vérités, en fait. Il y a la vérité conventionnelle et la vérité ultime, parce que les vérités conventionnelles concernent plutôt l'apparence des choses, et la vérité ultime plutôt le mode d'être des choses. Ouais, ça vous parle? Mhm. Excellent. C'est super. Très bien. Donc, pour mesurer ce décalage entre le mode d'être et le mode d'apparence, entre nos perceptions et la réalité, il est essentiel d'examiner la notion de réalité concrète que nous projetons ordinairement sur les choses et les événements. Parce que les choses et les événements, ils n'y peuvent rien en fait, hein. C'est notre ignorance qui projette un semblant d'existence inhérente, etc. Ouais. Très bien. Nos convictions et nos expériences nous amènent à considérer que les choses et les événements ont une existence propre et qu'ils possèdent donc une sorte d'identité et d'existence intrinsèque. Là, Vous m'entendez? Il y a un petit bruit bizarre. là, du coup, il y a un bruit pas possible. Alors, il y a un- Ah, là, j'entends plus. je crois que ça- ouais, il y a peut-être un radiateur qui s'allume et qui fait un bruit dans un micro. Ouais. Je crois que c'est ça. Ouais. Là, vous m'entendez normalement, non? Oui, là, on t'entend. Ok, super. Très bien. Donc, je pense pas que ça vienne de mon PC, hein. Je pense pas. Ok. Très bien. Ok. Donc, ça, je crois que ça revient le son. Est-ce que c'est bien? Ok. Là, ça Ça c'est ressemble un peu à un aspirateur. ouais. Ouais, je crois que c'est un micro qui projette le son comment dire, du radiateur comment dire? De l'ordinateur. Exactement. Des fois, L'ordinateur, oui. ok. Bon, j'espère que ça va le faire. Très bien. Ok. Donc, nos convictions et nos expériences nous amènent à considérer que les choses et les événements ont une existence propre et qu'ils possèdent donc une sorte d'identité et d'existence intrinsèque. Et donc, c'est notre ignorance qui nous donne l'impression que les choses existent de manière inhérente, etc. Et donc, c'est en réfutant cette conviction que nous pouvons arriver à une compréhension plus profonde de la vérité ultime, de la vacuité. Ouais. Donc, en fait, en gros, ce passage, qu'est-ce qu'il dit? Il parle des deux vérités, en fait, qu'une ne peut pas exister sans l'autre. Exactement. Tout à fait. Et que non seulement l'une ne peut pas exister sans l'autre, mais en plus, la façon dont nous appréhendons la vérité ultime dépend entièrement de l'existence des vérités conventionnelles. Ouais. Parce qu'au début, il prend l'exemple d'une fleur. Donc, il faut prendre un phénomène conventionnel et essayer de décrypter ce phénomène conventionnel pour arriver à sa véritable nature. Très bien. Et donc là, on va essayer de comparer les deux vérités. Et donc, ça s'était dans le passage qui suit, donc, qui s'appelle semblable et différente. Donc, on va voir en quel sens, dans quel sens les deux vérités sont semblables et différentes. Donc, il dit, demandons-nous maintenant si les deux vérités sont semblables ou différentes. Est-ce qu'elles sont une ou différentes, les deux vérités? Elles sont différentes. Ah, Elles sont différentes. Oui. Ouais. Tout le monde est sûr? Vous êtes sûr? oui. Ok. Donc, si elles sont différentes, elles sont séparées alors. Non, elles peuvent être de la même entité avec deux Ça peut être isolateurs. de la même entité, mais ça peut être des entités différentes. Waouh! Donc, elles peuvent être de la même entité. Donc, ça veut Bah dire que oui. quand deux phénomènes sont différents, ils ne sont pas Oui, nécessairement. et ce sont des phénomènes différents. Ouais, exactement. Ça veut dire que ce sont deux phénomènes différents. La forme et sa vacuité, ou une table et sa vacuité, ne sont pas une. Vous êtes d'accord? Oui. Si Oui. elles étaient une, qu'est-ce que ça engendrerait comme conséquence? Si elles étaient une, ça voudrait dire que on pourrait poser un portable sur une vacuité. Oui. Ou alors, en On percevant une verrait table. la vacuité directement. Exactement. On va pas, Bernard. Je sais pas ce qu'il Ouais. a. C'est ton micro, ouais. Et pourtant, quand la forme disparaît, la vacuité disparaît. Est-ce qu'il avait un peu? Oh, oh.
Exactement. Quand la forme disparaît, la vacuité disparaît. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même entité. Qu'elles ne peuvent pas exister Eh l'une oui. sans l'autre. Exactement. Et donc, si deux phénomènes ne peuvent pas exister l'une sans l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, ils sont une même entité. Ouais. C'est la même entité. Très bien. Excellent. Super. Très bien. Donc, vous avez bien saisi de quoi il s'agit. C'est parfait. C'est vraiment génial. Très bien. Donc, sa sainteté dit demandons-nous maintenant si les deux vérités sont semblables ou différentes. Cette question suscite également des points de vue divers. Par exemple, Bhutan Rinpoche, c'était un maître du XIVe siècle qui insiste sur le fait que les deux vérités sont de nature différente. Alors que Tsongkhapa, citant le commentaire sur l'esprit d'éveil de Nagarjuna, le Bodhicitta Vivarana, affirme qu'elles sont de même nature, bien que par convention, elles aient des entités distinctes. En fait, qu'elles ont des définitions distinctes, on pourrait dire plutôt. C'est une même entité, c'est ce que dit Arya Nagarjuna dans le Bodhicitta Vivarana, le commentaire de l'esprit d'éveil. Il dit à la strophe 68, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Kunzo tomba ni dushe, tomba kona kunzo yin, mena mejun nyepechir, je dans mita jishino. Il dit, la convention, c'est exactement la vacuité, c'est exactement ce dont on parle quand on parle de la vacuité, la convention. La vacuité elle-même n'est pas autre que la convention. Et il dit quand on a la certification que l'une ne peut pas exister sans l'autre, à ce moment-là, on comprend exactement comme c'est le cas pour produit et impermanent. Produit et impermanent ne peuvent pas exister sans l'autre, vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Donc ça veut dire que si on enlève produit, on ne peut pas avoir impermanent. Et si on enlève impermanent, on ne peut pas avoir produit. Est-ce que ça voudrait dire pour autant que produit égale impermanent est la même chose qu'impermanent? Non. Non. Pourquoi? Ils n'ont pas la même définition. Parce qu'ils n'ont pas la même définition. En effet. Enfin, ils sont différents. Ils sont synonymes, mais ils sont différents. Voilà, on peut dire ils sont équivalents. Équivalent, oui. Ils sont équivalents, mais ils sont différents. Ça veut dire que si on pense à produit, par exemple, on pense à une table qui a été produite dans une usine ou par un ébéniste, etc. On pense à sa production. Est-ce qu'on pense nécessairement à son impermanence? Non. Non. Et si on On pense est à sur son... un autre sujet. Ouais, exactement. Exactement. C'est autre chose, en fait. En effet, c'est une autre définition, c'est autre chose. Et si on pense à l'impermanence subtile de la table, on pense au fait qu'elle change d'instant en instant, on ne pense pas nécessairement à sa production. Ouais. Donc ça veut dire que conceptuellement, la production de la table et l'impermanence de la table peuvent être distinctes. Elles peuvent être conceptuellement distinctes. Mais du point de vue de l'objet lui-même, si la table cessait d'être produite, elle cesserait nécessairement d'être impermanente. Donc ça veut dire que du point de vue de l'objet, quand on pointe du doigt vers l'objet, on pointe du doigt vers le même objet, vers un phénomène produit et vers un phénomène impermanent. Ouais. Donc ça veut dire que les deux sont une même entité. La production et l'impermanence de la table sont une même entité, mais elles sont conceptuellement distinctes. Ouais. Très bien, excellent. Et donc quand Arya Nagarjuna dit ça dans la strophe 68 du Bodhicitta Vivarana, c'est pour montrer que la vacuité et la convention sont similaires. Sont similaires. Sont similaires, mais on ne peut pas dire que ce soit que l'exemple soit valable partout, parce que produit et impermanent ces deux phénomènes impliquent l'impermanence, le fait d'avoir une existence substantielle, etc., le fait d'être impermanent, etc. Alors que la vacuité, elle n'est pas impermanente, oui. Elle est permanente. Ouais. Mais D'accord? La vacuité, elle est permanente. Donc ça veut dire que l'exemple est très utile de parler de, en effet, produit et impermanent, mais ça ne joue pas dans tous les sens. Ouais. Ça veut dire que produit et impermanent, ces deux phénomènes sont conventionnels. Ces deux phénomènes sont conventionnels. Alors que quand on parle de la forme et la vacuité, là, on parle d'un phénomène conventionnel et ensuite on parle d'un phénomène ultime, une vérité ultime. Donc c'est là où il y a une différence. Mais sinon, en effet, on peut employer cet exemple de produit et d'impermanent dans le sens où l'un implique nécessairement l'autre et vice-versa.
mais l'un n'est pas un avec l'autre. Ouais, ça va? Génial, oh, bravo. Bravo, bravo, c'est magnifique. Ensuite, très bien. Donc, tout comme la distinction qu'établit la philosophie bouddhique entre ce que recouvre le fait d'être impermanent d'une part et le fait d'être un produit d'autre part, la distinction entre les deux vérités procède de deux points de vue différents sur une même entité. C'est-à-dire qu'on conceptualise différemment. On prend une table. Si on veut s'engager vers l'aspect conventionnel de la table, ça va être la table. Et si on veut s'engager vers l'aspect ultime de la table, la vérité ultime de la table, on va penser à la vacuité de la table. Ouais. Et Oui, la table et sa vacuité ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. C'est le même principe. Très bien. Donc les deux vérités se rapportent au seul et même monde. C'est en adoptant ces deux perspectives différentes que nous sommes capables de distinguer la nature et l'identité de chacune d'elles. Parce que c'est ça qu'on avait vu dans les définitions des deux vérités. On avait vu que la définition d'une vérité conventionnelle, c'est ce qui est observé par une cognition valide conventionnelle. Ouais. oui. Et qu'une vérité ultime, c'est ce qui est observé par une cognition valide ultime. Ouais. Très bien, excellent. Donc c'est pourquoi on a deux modes de recherche différents. Soit on cherche les clés dans la pièce, soit on cherche les clés dans leur base d'imputation. Ce n'est pas vraiment la même recherche. Ouais. Ouais. Excellent, très bien. Et donc le Sutra du cœur, le Hridaya Sutra, qui sera commenté dans 15 jours par le vénérable Geshe Damdul. Il a été invité par le Centre Kalachakra à enseigner sur Zoom. Et donc il commentera le Sutra du cœur justement pendant plusieurs jours. Très bien. Donc, le Sutra du cœur établit également l'identité des deux vérités et leur nature commune. Citons ce passage célèbre: la forme est vacuité, la vacuité est forme. Or, la forme n'est point de vacuité, or, la vacuité n'est point de forme. Zu tompao, tompani zozo, zo le tompani shamain, tompani le kion zu shamain. Et donc, ça, c'est vraiment cette citation du Sutra du cœur qui est employée justement pour réfuter le fait que les deux vérités seraient deux natures différentes. Comme une table et une chaise. Une table et une chaise ont deux natures différentes, elles sont séparées. Mais la vacuité et la forme ne sont pas séparées, ne sont pas deux entités distinctes. C'est pourquoi le Sutra du cœur dit la forme est vide, le vide est forme, etc. Ouais. Ouais. Très bien. Il est dit ensuite que toutes les choses et tous les événements possèdent ce caractère de vacuité. Quand nous parlons de la vacuité de la forme et des autres phénomènes, nous ne devons pas penser que la vacuité est une sorte de qualité extérieure projetée sur les objets. Il nous faut plutôt comprendre la vacuité des objets comme étant une fonction de leur nature soumise à la production interdépendante. Dès l'instant qu'une table existe, elle est nécessairement vide. Sa vacuité coexiste avec la table. Ouais. Ouais. Excellent, très bien, très bien. C'est vraiment super parce que quand on regarde différents textes, par exemple, il y a un texte sur les écoles philosophiques de Kuntien Jamyang Shepa, un très grand maître, qui essaye de montrer les conséquences absurdes que trouverait si soit les deux vérités étaient deux entités distinctes, soit si les deux vérités étaient une seule et même. Ça veut dire que si on dit que la vacuité et la forme étaient exactement une seule et même chose, bah, comme on a dit tout à l'heure, bah, on pourrait poser un portable sur une vacuité, par exemple. Ou on percevrait la vacuité dès qu'on percevrait une table. On la percevrait directement. C'est-à-dire qu'on ne serait pas dans le samsara, on aurait toujours été éveillé. Donc le Bouddha n'aurait pas eu besoin d'enseigner la vacuité. Mhm. On aurait pu rester en RTT, tranquille. S'absorber dans son nirvana, tranquille, en disant bah non, les êtres, ils réalisent directement la vacuité depuis toujours, il n'y a pas besoin d'enseigner les perfections de sagesse, etc. Très bien. Donc ça, c'est si la vacuité et la forme étaient une. Il y aurait d'autres conséquences, par exemple, la vacuité est une simple négation, donc elle est permanente. Donc ça veut dire que la table, si elle était une avec sa vacuité, la table serait permanente aussi. Ouais. Ouais, très bien. Dans les textes, on trouve aussi d'autres arguments. Par exemple, on dit que la vacuité est toujours d'une seule et même saveur. Elle est incomposée et elle est toujours d'une seule et même saveur. Mm. Alors que la diversité des phénomènes, les tables sont différentes. Elles sont diverses. Les tables ont des formes diverses, des couleurs diverses, etc., etc. Donc ça veut dire que la vacuité elle-même serait diverse. Aurait des
couleurs différentes, etc., etc. Ouais, Hmm. ça, c'est pas possible non plus. Très bien, donc on peut essayer de trouver des arguments pour réfuter le fait que la forme et la vacuité seraient une, parce qu'on pouvait le comprendre comme ça quand on lit le Sutra du cœur, Zo Tompao Tompani Zo So, la forme est vide, le vide est forme, on pourrait le comprendre comme ça, comme quoi les deux seraient exactement la même chose. La forme et la vacuité seraient une, on pourrait le comprendre comme ça. Hmm. Ça peut arriver. Donc c'est pourquoi il faut réfuter cette vue fausse, parce que en effet, la vacuité n'est pas la table n'est pas la vacuité. La vérité ultime ne sera jamais une vérité conventionnelle, et la vérité conventionnelle ne sera jamais une vérité ultime. Ouais. Sauf dans certains cas. Ah, Roulement de tambour. Si par exemple, ok, on analyse la table. La table, c'est une vérité conventionnelle, on analyse et on essaie de trouver sa vérité ultime, donc sa vacuité d'existence inhérente. On est d'accord. Maintenant, si on essaie d'observer la vacuité de la table, et donc la vacuité de la table, on essaie de l'observer pour essayer de trouver la vacuité de la vacuité de la table. Ouais. Donc ça veut dire que si on analyse la vacuité de la table, ça veut dire qu'on essaie d'analyser la vérité ultime de la vacuité de la table. Donc ça veut dire que la vacuité de la table, soudainement, devient une vérité conventionnelle. hmm. Oui, sinon, Ben, on entend rien. Ce bruit-là, c'est terrible. oui, ouais, ouais. Rosemary, tu veux pas essayer d'arrêter ton micro 2 secondes, qu'on voit si c'est pas ton micro, parce que nous, non, Pourquoi dans mon micro, j'ai c'est pas le tien non plus, Bernard, parce qu'on l'a arrêté tout à l'heure, ça faisait quand même. On dirait Laurence. Ah, c'est quel- c'est celui de Laurence, non? Essaye de rallumer pour voir, Laurence. Ah, Ouais, oui. c'est Est-ce ton que micro. ça va? Non, non, Bon, c'est ton. ok, je le coupe. Hein. Je suis toujours là, mais je le coupe. Ou alors il faudrait que tu le baisses. Peut-être que ce serait ça. Non, je vais le couper, je vais vous écouter. Ben, tu peux l'ouvrir comme tu veux parler, juste. Voilà, tout à fait. On va pas se casser la tête. Hein. Ah oui, en effet, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Ah, on a trouvé. Très bien. Donc, pour revenir à cette question, si on dit que la table est une vérité conventionnelle, on est tous d'accord, la table est une vérité conventionnelle, elle ne sera jamais une vérité ultime. Et donc, on cherche la vacuité de la table, et donc on trouve la vérité ultime de la table. Et donc, c'est ce que dit Nagarjuna. Elle dit le Bouddha a enseigné le fait que chaque phénomène a deux entités, Hmm. deux natures différentes, une nature conventionnelle et une nature ultime. Hmm. Et donc, si on analyse à son tour la vacuité de la table, elle a nécessairement deux natures. Elle devient une vérité conventionnelle dont on analyse la vérité ultime. Et comment on peut analyser la vérité c'est-à-dire ultime? à ce moment-là, on en fait Parce que un c'est une concept. négation. Oui. Comment est-ce qu'on peut l'analyser? Eh ben, on va essayer d'analyser la vérité ultime de la vacuité. On va essayer d'analyser la vacuité de la vacuité, non? Mais comment on peut faire? Le fait de... La vacuité du concept. Oui, pourquoi pas? On pourrait faire ça aussi, mais donc la vacuité elle-même n'est pas simplement un concept, elle est un fait, elle est une réalité. Et donc on pourrait, si on n'analyse pas la vacuité de la vacuité, on serait tenté d'absolutiser cette vacuité, de se dire que c'est un absolu qui existe de manière inhérente, etc. Mais Et non, si puisque c'est une absence. Oui, c'est une simple absence, exactement. Mais une absence pourrait être considérée comme être saisie comme existant de manière inhérente, hélas. Hélas. Par Oh, oh. exemple, moi, je pourrais très bien avoir tendance à saisir l'absence de Mogwai dans ma chambre et de réifier cette absence et de finir totalement déprimé. Pourquoi pas? Ça pourrait arriver, non? Parce que Oui. pourtant, c'est une simple absence. Bah, c'est pas une simple absence, il y a de l'affect. Enfin, je veux dire, là, c'est une simple absence. C'est une absence, c'est pas une absence qui t'affecte. Oui, c'est une. Oui. Mais, mais on pourrait dire, par exemple, l'absence de paix dans le monde. L'absence de paix dans le monde, on pourrait très bien réifier cela et donc être
totalement perturbé par cette absence de paix dans le monde et oublier que c'est purement temporaire et qu'un jour, Bon, mais l'existence inhérente n'existe pas. exactement. Tu peux pas avoir l'absence d'une absence. Alors c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut avoir l'absence d'existence inhérente d'une absence. Oui. C'est-à-dire que l'absence, Oui, l'absence d'existence inhérente d'une absence. oui, Mais l'existence inhérente n'existe pas. exactement. Donc l'absence d'existence inhérente, tu n'as pas à la réifier puisque l'existence inhérente n'existe pas. Alors elle pourrait l'être. Elle pourrait l'être, puisque quand Sauf si on considère l'absence comme un phénomène en lui-même. c'est un phénomène en Donc, lui-même. C'est un et à phénomène. ce moment-là, on peut partir de cette base-là pour aller sur l'absence de l'absence, quoi. Oui, exactement. La vacuité, Non? c'est un phénomène, oui, c'est un existant. Ouais. Oui, tu dis l'absence de paix dans le monde, à ce moment-là, tu en fais un concept, un événement, en fait. Oui. Et est-ce que cette absence de paix dans le monde existe ou pas? L'absence de paix dans le monde existe parce que la paix pourrait exister. Oui, Mais Très- l'existence inhérente elle-même, elle ne peut pas exister. Elle Oui. n'existe pas. tout à fait. En C'est effet, ça, l'absence d'un non-soi. Donc, oui, ça, c'est pas la même chose que l'absence d'un soi possible. oui, exactement. Donc, en effet, on pourrait dire, par exemple, il y a d'autres absences. Par exemple, euh, l'absence, il y en a beaucoup, l'absence de, je sais pas moi, l'absence de, je suis en train de chercher des exemples. Parce que quand on a ces négations, on a des négations non affirmatives, vous êtes d'accord? Il y a des négations non affirmatives de ce qui existe en général et des négations non affirmatives de ce qui n'existe pas du tout. Et la vacuité en fait partie. La vacuité, c'est l'absence d'existence inhérente. Il n'y a jamais eu d'existence inhérente et il n'y en aura C'est jamais. l'absence de corne de lapin. Oui, exactement, tout à fait. Voilà, très bien, très bon exemple. Est-ce que l'absence de corne de lapin existe? Ben, déjà, la corne de La corne lapin, de elle est lapin n'existe pas. Voilà. Donc la corne de pas lapin un n'existe phénomène. pas. Donc, C'est pas l'absence d'un non-existant, le non-existant, déjà en lui-même, il est absent. Oui, exactement. Donc ça veut dire que son absence existe. Parce que si l'absence du non-existant n'existait pas, ça veut dire que le non-existant existerait. Hein, c'est ce que dit C'est ça, Alain. voilà, c'est ça. Si tu dis l'absence de quelque chose, c'est que ce quelque chose existe. Pas nécessairement. Parce que si tu prends un non-existant, il est absent, je veux dire, constitutionnellement. Exactement. Et la vacuité, c'est ça, c'est une Bien absence sûr, c'est une d'existence absence inhérente. constitutionnelle. Oui, C'est une absence constitutionnelle. exactement. Et cette absence pourrait être réifiée. On pourrait la saisir comme existant de manière absolue. Ah oui, Hélas, Je ne vois pas comment on peut saisir l'existence d'un non-existant. pas l'existence d'un non-existant. L'existence de l'absence du non-existant. Oui, très bien, c'est exactement ça. Comment on peut le saisir? Ça, c'est pas possible. Si, il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui ont essayé. Par exemple, si on regarde du point de vue d'un grand maître du passé dans la tradition de Jonang, par exemple, Dolpopa, il considère que la vérité ultime, c'est un Shentong, c'est une vacuité d'altérité, c'est une vacuité de vérité conventionnelle. Mais cette vacuité de vérité conventionnelle elle-même n'est pas vide d'existence inhérente. ah oui. Ah bon? Hélas, ça existe, c'est possible. C'est possible. Euh, on pourrait en effet saisir d'ailleurs notre conscience dès l'instant où on pense à la vacuité. La vacuité apparaît à cause de cette conscience conceptuelle comme si elle existait en soi. Est-ce qu'il y a une Justement, non. Hein? Moi, jamais. C'est justement non. C'est pour ça que l'autre jour, quand tu as dit, moi, la vacuité, je me la représente comme une bulle ou je sais pas quoi, moi, je n'ai pas aucune représentation mentale parce que je n'ai qu'une représentation d'absence. Ouais, très Parce bien. que là, tu en fais un concept, Oui, symbolise. ouais. Et donc, en effet, quand on emploie un concept, on peut employer une image qui va avec ce concept, mais pas nécessairement. On peut
pas ne pas nécessairement avoir une image. Par exemple, les aveugles de naissance n'ont pas nécessairement une image qui va servir de représentation conceptuelle. Ça peut être purement conceptuel, purement abstrait, une pure abstraction. C'est possible, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai qu'on peut utiliser une image en plus pour servir comment dire, euh, d'ancrage à cette abstraction. Donc on peut utiliser l'image d'une bulle, d'un vide, d'une non-existence, d'une absence, etc., etc. C'est possible. Mais ce qui compte, ce n'est pas l'image elle-même, c'est ce à quoi renvoie cette image, à l'abstraction elle-même. C'est ça le plus important, dans le concept de la vacuité. Ouais. Donc, ça veut dire que dès l'instant où on a une conscience conceptuelle, quelle qu'elle soit, même si c'est une conscience conceptuelle qui appréhende la vacuité continue d'apparaître comme si elle existait de manière inhérente, hélas. Parce que la conscience conceptuelle est dualiste. Il n'y a que la réalisation yogique directe de la vacuité qui est totalement non dualiste. Ouais. Et donc, si on pense, par exemple, en effet, si on pense à la vacuité, on va penser à la vacuité, on va penser à l'absence d'existence inhérente. Hélas, cette vacuité va apparaître avec un déguisement, avec le déguisement de l'existence inhérente, à cause de notre concept. Mais oui. Déjà, on la nomme. Oui, mais on ne va pas nécessairement saisir cette apparence d'existence inhérente, puisqu'on est justement sur la vacuité, on est en train de penser à la vacuité, à l'absence d'existence inhérente. Donc ça veut dire qu'elle va apparaître avec une apparence d'existence inhérente, mais on ne va pas nécessairement saisir cette apparence d'existence inhérente. On ne va pas nécessairement dire conceptuellement la vacuité a une existence inhérente, ou la vacuité m'apparaît comme si elle avait une existence inhérente. Ouais. Donc en effet, c'est à cause de l'image mentale, c'est à cause de l'image mentale qui va déguiser un peu cette vacuité. Donc la vacuité va apparaître comme si, à cause du concept, elle va donner l'apparence d'existence inhérente. Hélas. Et donc c'est pourquoi il faut dépasser les concepts et arriver à une perception directe de la vacuité, mais c'est très difficile. Ouais. Très bien. Donc en effet, pour revenir à ce débat, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne seront pas d'accord par rapport au fait que la vérité ultime puisse être dans le cas où on va méditer sur la vacuité de la vacuité. On va essayer de se poser la question, comment existe la vacuité? Est-ce que la vacuité existe de manière indépendante ou est-ce qu'elle existe de manière dépendante? Puisque c'est une absence d'existence inhérente, elle est dépendante. Elle est dépendante de quoi? Elle est dépendante de l'objet qui n'a pas d'existence inhérente, on va dire. Voilà, exactement. Oui, Laurence? La même chose, je pensais à la forme. Elle est dépendante de la forme. Exactement, tout à fait. C'est pareil. Et donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train d'analyser le mode d'être de la vacuité. On est en train d'analyser est-ce qu'elle existe de manière indépendante ou est-ce qu'elle existe de manière dépendante. Et donc, si on prouve qu'elle existe de manière dépendante, puisqu'elle dépend du phénomène dont elle est la véritable nature, à ce moment-là, elle n'a pas d'existence indépendante. Et donc là, on comprend la vacuité de cette vacuité de la table. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'on comprend la vérité ultime de cette vacuité de la table. Et donc, si on peut continuer à l'infini alors. Alors en fait, il n'y a pas nécessairement besoin d'aller à l'infini, parce que une fois qu'on a compris la vacuité de la vacuité, il n'y a pas nécessairement besoin ensuite de comprendre la vacuité de la vacuité de la vacuité. On pourrait le faire, mais il n'y a aucune utilité de le faire. Si on a compris la vacuité de la vacuité elle-même, on comprend nécessairement la vacuité de cette vacuité de la vacuité. Ouais. Et donc, quand on fait ça, quand on médite on essaie de comprendre de manière rationnelle le mode d'être de cette vacuité de la table, à ce moment-là, on est sur la vérité ultime de cette vacuité. Et donc, ça veut dire que cette vacuité, est-ce qu'elle continue d'être une vérité ultime? Puisque le Bouddha dit chaque phénomène a deux natures, une nature ultime et une nature conventionnelle. Et donc, si la vacuité avait une nature ultime et qu'elle reste une nature ultime, elle a deux natures ultimes. Et elle n'a plus de nature conventionnelle. Et là, ça pose question. Bon, on peut fournir les aspirines, hein, si vous voulez. Il y en aura besoin. Peut-être bien. C'est intéressant, si vous lisez l'anglais, vous pourrez lire The Two Truths de Guy Newland. C'est passionnant. C'est passionnant. Et à un moment donné, justement, je crois qu'il interroge Sa Sainteté le Dalai Lama au cours d'un entretien privé pour lui poser la question de ce qu'il en pense.
quand on médite sur la vérité ultime de la vacuité de la table, est-ce que cette vacuité reste une vérité ultime ou est-ce qu'elle devient soudainement une vérité conventionnelle? Et sa sainteté a tendance à dire que oui, elle devient une vérité conventionnelle, puisque on ne peut pas y échapper. Chaque phénomène possède deux natures, une vérité ultime et une vérité conventionnelle. Ouais. Elle devient une vérité conventionnelle parce qu'on réifie la vacuité, tout simplement. C'est En pour fait, ça. elle devient une vérité conventionnelle parce qu'on analyse sa vacuité. Oui, ou parce qu'on réifie parce que si on analyse la vacuité, c'est qu'on la réifie. Je veux dire, on Alors, peut pas. Enfin, moi, je sais pas. C'est un truc. J'ai jamais pu comprendre ça, mais bon, c'est pas grave. Je dirais elle devient objet elle-même qui et entraîne l'analyse de la vacuité, quoi. oui, Non? oui, tout à fait. Oui, Rosemary? Oui, je me dis, en fait, c'est comme quand tu cherches tes clés dans la pièce ou que tu cherches les clés dans les clés. Mm. Ouais, en fait, c'est la même chose. Là, tu pointes la vacuité comme si c'était la clé, quoi. Oui. Et que tu cherches ta nature Tu peux pas ultime. pointer comme si c'était là. Oui, ça veut dire qu'en effet. Ça devient l'objet que tu pointes, que tu... Oui, mais si tu la pointes en tant qu'objet, c'est que tu l'as déjà réifié. Et donc, tu n'es pas dans la notion de vacuité, si tu le réifies. Oui. De toute façon, on n'a pas de réifier. Alors, en fait, est-ce qu'il y a besoin nécessairement de réifier un phénomène pour essayer d'en découvrir la nature ultime? Euh, on pourrait dire que, en tout cas, c'est pour prévenir la réification, c'est pour éviter la réification. Parce que, comme on l'a dit, dès l'instant où on pense à quelque chose, ce quelque chose nous apparaît, mais apparaît avec le déguisement de de l'apparence d'existence inhérente. Et donc après, on a la possibilité d'adhérer à cette apparence ou pas. Donc si on n'y adhère pas, on peut simplement conceptualiser et chercher le véritable mode d'être de cette vacuité pour être certain de ne pas laisser prise à la moindre saisie. Mm. Ouais, parce que, comme on l'a dit, en fait, Lama Tsongkhapa lui-même, dans le Namrim Chenmo, il dit qu'il y a trois modes d'appréhension d'une conscience conceptuelle. C'est-à-dire que même si, quand on pense à la vacuité, cette vacuité apparaît comme si elle existait de manière inhérente, on ne va pas nécessairement conceptualiser la vacuité comme si elle existait de manière inhérente. On ne va pas nécessairement la saisir comme existant de manière inhérente, ouais. Mm. Et quand on pense à quelque chose, on peut le conceptualiser selon trois modes. Soit on va saisir activement ce phénomène comme existant de manière inhérente, soit on va réfuter activement son existence inhérente, soit on va simplement saisir le phénomène lui-même, appréhender le phénomène lui-même, penser simplement à la table ou simplement à la vacuité, etc., sans ni affirmer son existence inhérente, sans nécessairement réfuter son existence inhérente. C'est un mode d'appréhension plutôt neutre. C'est le simple phénomène en tant que tel. C'est comme le simple jeu, quoi. Comme le simple jeu, exactement, tout à fait. Mm. Et donc, ça veut dire que quand on pense au jeu, on pense au simple jeu. Mais vu qu'on y pense, ce jeu, à cause de la conscience conceptuelle, vu qu'il y a une apparence dualiste, il continue d'apparaître comme s'il existait de manière inhérente, même s'il n'est pas nécessairement saisi comme tel. Ouais. Donc, ça veut dire que sur le moment, il n'est pas nécessairement saisi comme tel. Mais si on s'y attarde à cette conceptualisation, et que cette conceptualisation fait qu'il y a cette apparence d'existence inhérente, on pourrait finalement, au bout d'un moment, saisir cette apparence d'existence inhérente et y adhérer. Hélas. Donc c'est pourquoi il est nécessaire, même si quand on conceptualise quelque chose, on ne saisit pas nécessairement une existence inhérente, le problème, c'est que dès l'instant où on a une conception, une conceptualisation, elle est viciée, en fait, elle est erronée, puisqu'il y a un mode d'apparence, elle est dualiste, il y a un mode d'apparence distordu. Et donc ce mode d'apparence, on peut ne pas y adhérer, mais il y a de fortes chances que si on s'y attarde, on finisse par y adhérer. Ouais. D'où l'importance de méditer aussi la vacuité de la vacuité. Parce que c'est ce que dit Arya Nagarjuna dans le chapitre 24. Dans le chapitre 24, c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a les essentialistes qui débattent avec lui, qui disent, mais si vous affirmez la vacuité, à ce moment-là, vous ne pouvez rien affirmer, vous ne pouvez, parce qu'ils absolutisent la vacuité comme étant un absolu. Et donc, ça réfute les conventions, en fait. Ils disent, ben, vous ne pouvez plus affirmer les quatre nobles vérités, les arias, les trois joyaux, etc.
Et Arya Nagarjuna leur dit, c'est si vous réfutez la vacuité que vous ne pouvez pas affirmer les 4 nobles vérités, les Arya, les 3 joyaux, etc. Et il leur dit à un moment donné, comment dire, comprendre de travers la vacuité rend les gens incurables. C'est ce qu'il dit. Il dit, le Bouddha a déclaré incurables ceux qui comprennent de travers la vacuité. Pourquoi? Parce que la vacuité est censée être le remède à notre ignorance. Mais si on prend le remède et qu'on le transforme en poison, qu'on absolutise ce remède lui-même, c'est foutu. On ne peut plus rien faire. Et donc c'est ce qu'il dit à un moment donné dans le chapitre 24. Et justement parce que le risque est là. Le risque est grand d'absolutiser l'absence d'absolu. Ouais. Ça c'est arrivé chez les Tibétains et peut-être même chez les Indiens à l'époque, c'est peut-être arrivé. Par exemple, du point de vue des Chittamatrins, par exemple, chez les Chittamatrins, ils disent que la nature parfaitement établie a une existence véritable. La nature parfaitement établie, c'est quoi? C'est le fait que la table n'existe pas en dehors de la conscience qui l'appréhende. Il n'y a pas d'entité substantielle différente de la conscience. Et donc cette absence d'entité substantielle différente de la conscience de la table, c'est sa nature parfaitement établie, c'est sa vacuité en fait. Et sa vacuité est considérée comme existant de manière véritable par les Chittamatrins. Et donc, voilà, c'est le danger. C'est le danger. Et donc les Madhyamikas, c'est justement ceux qui professent l'absence totale d'existence inhérente, même de la vacuité elle-même. Oui, mais c'est parce qu'ils réifient la conscience, les Chittamatrins. Les Prasangikas ne réifient pas la conscience. Ouais, en fait, les Prasangikas ne réifient rien du tout. Ouais. Voilà, oui, non mais d'accord, non mais ils ne réifient pas la conscience, alors que les Chittamatrins, ils réifient la conscience. La conscience et la vacuité. Ça veut dire que parmi les 3 natures, les natures imaginaires, les natures dépendantes et les natures parfaitement établies, les 2 dernières existent de manière véritable. Ouais. Donc la vacuité existe de manière véritable pour eux. Ouais. C'est intéressant, c'est intéressant. Donc d'ailleurs, sa sainteté va en parler dans la suite de ce passage. Donc il dit, ok. Ensuite, quand nous parlons de la vacuité de la forme et des autres phénomènes, nous ne devons pas penser que la vacuité est une sorte de qualité extérieure projetée par sur les objets. Il nous faut plutôt comprendre la vacuité des objets comme étant fonction de la nature soumise à la production interdépendante. Lorsque nous effectuons une analyse attentive, nous découvrons que l'existence physique d'une forme, comme son identité, dépend d'autres facteurs, tels que l'ensemble des causes et conditions qui les ont produites. Une fois cela posé, nous ne pouvons pas parler de l'existence ou de l'identité indépendante, autonome, de n'importe quel phénomène donné. Cela ne veut pas dire que la forme n'existe pas du tout, car il est clair que nous en faisons l'expérience, que nous la percevons et qu'elle interagit avec nous. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est que la vacuité, pour comprendre la vacuité, il faut comprendre l'objet de négation. De quoi sommes-nous vides? De quoi les phénomènes sont-ils vides? Pas d'existence absolue. Ouais. Très bien. Et donc si on comprend ce que veut dire l'existence absolue, indépendante, inhérente, à ce moment-là, on peut le réfuter et on est sûr de ne pas sombrer dans le nihilisme. Donc au niveau de la multiplicité de notre expérience de chaque jour, il y a une forme. Mais cette forme n'a pas d'existence intrinsèque, de réalité propre, indépendante. Elle n'existe qu'en relation avec d'autres facteurs tels que les causes et les conditions qui l'ont produite ou les différentes parties qui la constituent. C'est ça qu'on voit, c'est que la nature dépendante, elle est à plusieurs niveaux. On a dit précédemment, on avait vu qu'il y avait la dépendance causale. Ouais. Et donc la dépendance causale, est-ce qu'elle s'adresse à tous les phénomènes? Non. Non. Ça ne peut pas s'appliquer aux phénomènes non produits. Ouais. Les phénomènes non causés, comme l'espace, etc., etc. Et donc, certains seraient tentés de se dire, puisque la production dépendante ne s'applique qu'aux phénomènes impermanents, à ce moment-là, les permanents sont doués d'existence indépendante, puisqu'ils ne dépendent pas de cause. Et qu'est-ce que vous diriez à ça? Moi, je dirais que j'y ai jamais réfléchi, mais oui, ça me paraît intéressant. Parce que si on prend l'exemple de l'espace, oui. L'espace de la tasse, et oui. si la tasse disparaît, l'espace disparaît. Oui, exactement. Donc, il y a bien aussi une cause. Alors, est-ce qu'on peut l'appeler une cause? Et pourtant, l'espace est impermanent. Oui, l'espace est permanent. Est permanent. Est permanent, pardon. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est pas grave.
Donc, en effet, on pourrait l'appeler une cause, mais dans certains cas, on pourrait parler de conditionnalité. Ça veut dire Oui, que, c'est mieux. ouais, ça veut dire que, c'est ce que dit Sassante dans son hommage aux 17 pandits de Nalanda. Il rend hommage à Acharya Chandrakirti et il dit, Kyan il dit Patsanyeki. Il dit, par le simple fait d'être dépendant, d'être conditionné, les phénomènes sont vides. Et donc, d'être conditionné, ça ne veut pas nécessairement dire, dans ce cas présent, dans ce cas très précis, qu'on parle de cause. Ça veut dire Mm. qu'en effet, l'espace dans la tasse, il a pour condition d'exister la tasse. Mm. Ouais. Mais la tasse n'est pas sa cause, parce que si la tasse était la cause de l'espace, il faudrait qu'elle lui préexiste. Mm. Mm. Oui, Ouais. Et ça, c'est nécessaire chez les Madhyamika. Une cause doit nécessairement exister avant son effet. C'est-à-dire qu'on aurait d'abord la tasse et l'effet qui serait l'espace de la tasse. C'est-à-dire que la tasse ne serait pas vide dès qu'elle existe, si c'était sa cause. Donc, on peut dire que c'est sa condition d'être. Ça veut dire que sans la tasse, en effet, il n'y a pas il n'y a pas l'espace. Mais ce n'est pas une condition dans le sens de production. Ouais. Parce que dans ce cas-là, c'est une coexistence. La tasse et son espace coexistent. Ouais. Oui, de toute façon, l'espace aussi, hein, c'est une absence de gêne au mouvement. Enfin, c'est une absence de. Voilà. C'est pas non plus quelque chose qui est réifié aussi, hein, qu'une table. Oui, exactement. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est cet espace qui est un phénomène permanent qui dépend d'une conceptualisation, puisque en effet, qu'est-ce qui fait la différence entre l'espace dans la tasse et l'espace occupé par la tasse? Qu'est-ce qui fait la différence? Notre concept. Voilà. Ouais. En dépendance de la tasse. C'est-à-dire Mm. que la tasse, on ne peut pas mesurer où est l'espace à l'intérieur ou à l'extérieur. Il faut une tasse pour qu'on dise qu'il y a de l'espace à l'intérieur. Ouais. Et donc, l'espace à l'intérieur de la tasse et l'espace occupé par la tasse n'ont pas la même dimension. Mhm. Ouais. L'espace occupé par la tasse est plus grand que l'espace à l'intérieur de la tasse. Et donc, ce sont deux espaces différents. Qu'est-ce qui fait la différence? Notre concept qui circonscrit tel ou tel espace en fonction de la tasse. Mhm. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de toutes ces conditions-là. On a besoin de l'absence d'obstruction comme condition, et ce n'est pas une simple absence d'obstruction qui flotterait quelque part dans l'espace, ce qui est en dépendance de cette tasse. Donc, cette tasse est aussi une condition pour l'existence de l'espace, et notre concept aussi. Ouais. Ouais, bien sûr. Et donc, l'espace reste dépendant, même s'il ne dépend pas de cause et de condition, dans le sens purement causal, il dépend malgré tout, il est un phénomène purement conditionné. Dans le sens conditionné, dans le sens où les conditions qui le font exister coexistent à cet espace, puisque le concept coexiste à l'espace, la tasse coexiste à l'espace, etc. Et donc, ce n'est pas vraiment causal, mais on parle de conditionnalité. C'est ce que dit Sassante. Kian, dit pas Saniki. Ok, donc ça c'est très intéressant. Très intéressant. C'est-à-dire que dans certains cas, quand on parle des conditions, on ne parle pas nécessairement de cause. On peut parler par exemple d'une base d'imputation, l'imputation elle-même, la personne qui désigne cette imputation, etc. Et donc il y a nécessairement besoin de tout ça. C'est tout un packaging en fait, ouais. Mhm. Mhm. Bravo, magnifique. Donc ça veut dire que même si les permanents ne dépendent pas de cause et de conditions, ils dépendent nécessairement de quelque chose d'autre. Mhm. Donc leurs parties constituantes, les phénomènes en dépendance desquels ils existent, et une désignation dépendante, etc. etc. Ouais. Bravo, vous êtes sûr de rien réifier si vous avez cette conception-là. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que même les phénomènes impermanents continuent d'être désignés en dépendance de leurs parties constituantes, etc., etc. Ça veut dire que la désignation dépendante et la dépendance du tout par rapport à ces parties, ça s'applique à tous les phénomènes, quels qu'ils soient. Alors que la dépendance causale ne s'applique qu'aux phénomènes impermanents. Salut Eustache. Bonjour, désolé. Oh, De Rome. Désolé pour le retard. Je vous Il y en a qui ont vous de la chance. perturbe pas. Ok. Il fait beau à Rome. Ça va, c'est comme en France. Ok. Très bien. Donc là, on en est au morceau ici, juste avant deux sortes de non-soi. Très bien. Donc, on est en train de voir la dépendance des phénomènes permanents, impermanents, etc. Donc, la dépendance, des niveaux de dépendance de plus en plus subtils. Très bien. OK.
Donc sa sainteté continue, il dit « Elle n'existe qu'en relation avec d'autres facteurs, tels que les causes et les conditions qui l'ont produite ou les différentes parties qui la constituent. Il en résulte donc que la forme est dépourvue de tout statut autonome. Elle dépend d'autres facteurs. » Ça, c'est génial. C'est génial. Ça veut dire que n'importe quel phénomène n'existe pas en soi, mais n'existe que par l'assemblage de phénomènes autres que ce phénomène. C'est vachement intéressant. Ça veut dire que moi, j'ai toujours cette image-là des pépins de tomates qu'on essaie de piquer avec la pointe du couteau ou avec la fourchette. On n'y arrive jamais. Ça nous échappe à chaque fois. Alors que si on veut à chaque fois essayer de chercher quel est le cœur essentiel de n'importe quel phénomène, c'est impossible à trouver. À chaque fois, ça nous échappe. C'est comme essayer de courir après un arc-en-ciel. Ouais? Excellent. Très bien. L'absence de nature indépendante qui la caractérise, donc cette forme, le fait d'être vide de toute existence intrinsèque est sa vérité ultime. C'est la raison pour laquelle le Bouddha dit dans le Sutra du cœur que la forme est vacuité et la vacuité est forme. Ouais? Excellent. Très, très bien. Donc là, on va entrer dans le croustillant. Là, c'était que les antipasti. Et les préliminaires. Donc, deux sortes de non-soi. La vérité ultime se subdivise elle-même en deux parties. Le non-soi des personnes et le non-soi des phénomènes. Ouais. Donc, Acharya Chandrakirti, dans le Madhyamakavatara, l'introduction à la voie médiane, affirme que cette division ne repose pas sur deux sortes de non-soi totalement différentes, mais sur la notion selon laquelle, dans le monde, il y a deux grandes catégories de phénomènes, les sujets et les objets. Donc, les sujets, ça va être surtout en particulier les personnes. Et les objets, ça va être donc ce dont fait l'expérience la personne. Ainsi, le terme de phénomène se réfère ici au monde, aux choses et aux événements. Et le terme de personne aux êtres sensibles. Parce que vous avez déjà appris en philosophie bouddhiste que dès l'instant où ça existe, c'est nécessairement un phénomène. Donc la personne est un phénomène. Ouais. Donc la personne est un phénomène parce que la personne est un existant, ouais. Ça, vous le savez par cœur. Donc ça veut dire que pourquoi est-ce qu'on parle du non-soi des personnes et du non-soi des phénomènes? La personne est un phénomène. On devrait avoir qu'un seul non-soi, le non-soi des phénomènes. Tous ne sont pas doués d'une conscience. Oui, exactement. Tous ne sont pas doués d'une conscience. Exactement. Donc c'est pourquoi sa sainteté parle de sujet et objet, en effet. Donc ceux qui possèdent une conscience, ceux qui sont doués d'une conscience, c'est les personnes. Et les autres phénomènes ne sont pas doués d'une conscience. Oui. Très bien. Excellent. Les sujets, les objets. Ainsi, le terme de phénomène, ok, très bien. Donc, en général, quand, par exemple, dans le Bodhisattva Vivarana, le même texte qu'évoquait sa sainteté tout à l'heure, Arya Nagarjuna dit, en résumé, les phénomènes, c'est les agrégats. En fait, souvent, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle de méditer sur le non-soi de la personne, on ne s'arrête pas à la personne, on doit aller en profondeur. On doit essayer aussi de déconstruire la base d'imputation de la personne, donc les agrégats. On va méditer sur le non-soi des phénomènes que sont les agrégats. C'est surtout les agrégats qui nous intéressent parce que c'est ce en dépendance de quoi on va saisir la personne. Ouais. C'est ce que dit aussi Arya Nagarjuna dans le Ratnavali. Il dit Skandagraho yavadasti tavad evaham iti api. C'est-à-dire que dès l'instant où on va saisir les agrégats comme existant de manière inhérente, on va saisir nécessairement la personne comme existant de manière inhérente. Pourquoi? Parce que les agrégats sont la base d'imputation de la personne. Et donc, si on saisit les agrégats comme existant de manière inhérente, forcément, à la vitesse d'un cheval au galop, on va saisir la personne comme existant de manière inhérente. C'est pourquoi ça ne suffit pas de méditer sur le non-soi de la personne. Il faut aller plus en profondeur et méditer aussi sur le non-soi des phénomènes. Donc, le corps, les sensations, les identifications et surtout les consciences. Ouais. C'est très important. Très important. Il le dit à un moment donné, dans la suite du texte, on verra si on n'est pas mort d'ici là. vers le milieu du livre, il dit que c'est beaucoup plus spectaculaire pour le pratiquant de méditer sur le non-soi de la conscience, sur la vacuité de la conscience. C'est très intéressant parce que souvent on peut s'identifier à la conscience elle-même. Parce qu'on dit que c'est la conscience qui passe de vie en vie, etc. Donc on a plus de chances d'identifier la personne à la conscience. Et c'est ce qu'en font les autres écoles d'ailleurs, les non-prasangika, en général, vont associer la personne à la conscience. Et c'est aussi beaucoup plus pratique pour les tantras aussi. Pour ceux qui pratiquent le tantra, le dzogchen, le mahamudra, etc., c'est beaucoup plus intéressant de méditer forcément
sur la vacuité de l'esprit. Très bien. Ok. Donc, ainsi, le terme de phénomène se réfère ici au monde, aux choses et aux événements, et le terme de personne aux êtres sensibles. À partir de cette division de la réalité en deux référents, les Écritures présentent deux types de vérités ultimes. Ouais. Donc, vacuité des personnes, vacuité des phénomènes. Donc, c'est là où ça va se corser. Il s'agit là de la position des prasangika madhyamika. Donc là, ils ont inversé le sanskrit, mais ce n'est pas très grave. Les prasangika madhyamika, donc la vue la plus élevée, la vue de Arya Nagarjuna, Chandrakirti, etc. Au contraire de ça, les swatantrika madhyamika, ainsi que d'autres écoles philosophiques bouddhiques, telles que les Chittamatra, affirment qu'il existe une différence substantielle entre le non-soi des personnes et le non-soi des phénomènes. Alors que les prasangika, qui définissent divers degrés de subtilité dans l'appréhension du non-soi des individus ou des personnes, démontrent en dernière analyse que le non-soi des personnes et celui des phénomènes présentent une subtilité équivalente. Alors là il y a du lourd. Là, il y a du lourd. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça vous avez déjà appris que les écoles du véhicule fondamental n'acceptent que le non-soi des personnes, ouais? Oui. Très bien. Et que, en plus de ça, les écoles mahayanistes, ou traditionnellement mahayanistes, acceptent en plus le non-soi des phénomènes. Ouais? Très bien. Ok. Très bien. Donc, en général, si on ne parle pas des prasangika, on les laisse en coulisses pour l'instant. On va parler des autres écoles. Toutes les autres écoles bouddhistes vont accepter les 16 aspects des 4 nobles vérités. Ouais? Donc, toutes les écoles bouddhistes vont accepter ces 16 aspects. Et quand on parle des 4 premiers aspects, on parle de l'impermanence, la souffrance, le vide et le non-soi. Et quand on parle du vide et du non-soi, on parle de la personne. On dit que le vide, c'est une absence de personne permanente, unitaire et autonome. Ouais? C'est-à-dire qu'une personne qui aurait un Atman, une âme qui existerait quelque part dans l'espace, un absolu, etc. Parce que la personne serait permanente, unitaire et autonome, et donc elle n'aurait pas les caractéristiques des agrégats, qui eux sont impermanents, multiples et dépendants. Ouais? Ça veut dire que la personne serait totalement séparée des agrégats. Et donc ça, c'est dénué d'existence. Et donc c'est pourquoi on parle de vide dans le troisième aspect des 4 nobles vérités. Et ensuite, il y a un truc plus subtil, c'est quand on parle du non-soi dans les 4 nobles vérités, le quatrième aspect des vraies souffrances, on parle d'une absence de soi autosuffisant et substantiel. Ça, on en a déjà parlé, mais c'est un peu compliqué. Autosuffisant et substantiel, ça veut dire que la personne serait comme le boss des agrégats, le patron, et que les agrégats dépendraient un peu moins de la personne que la personne dépendrait un peu moins des agrégats que les agrégats ne dépendent de la personne. Souvent, Geshe-Namda qui parle d'un pilote dans l'avion qui dépend moins des passagers que les passagers dépendent du pilote. Et que le pilote, il peut se passer des passagers, il peut voler où il veut. Mais les passagers sans le pilote, c'est compliqué. Ouais. Donc c'est un petit peu le même principe. Les agrégats semblent avoir plus de dépendance vis-à-vis de la personne, et la personne semble avoir moins de dépendance. Elle semble plus tranquille, plus libre, plus autonome. Ouais. Et substantiel, ça veut dire qu'en plus, la personne semble apparaître comme si on n'avait pas besoin d'appréhender quoi que ce soit d'autre, tel que le corps, le visage, etc. Ouais. Très bien. Et donc, il n'y a pas de soi comme ça n'existe pas. Il n'y a pas de soi autosuffisant et substantiel. Et donc, c'est le non-soi. Et donc, le non-soi, c'est ce que vont considérer toutes ces écoles philosophiques comme étant ce qui va nous permettre de nous libérer du samsara. Ils vont considérer que l'ignorance fondamentale qui nous projette dans le samsara, c'est cette conception d'un soi autosuffisant et substantiel. Ouais, ça vous parle? Ouais? Oui. C'est compliqué? Non, ça vous parle? Ok, très bien. Et donc, forcément, les écoles philosophiques du véhicule fondamental n'ont pas besoin d'obtenir l'éveil. Enfin, ceux qui professent ces vues-là n'ont pas besoin d'obtenir l'éveil, ils veulent juste obtenir la libération. Donc, ils vont simplement vouloir obtenir la libération et se débarrasser d'un type de soi autosuffisant et substantiel. Ouais. Ouais. Les mahayanistes, par contre, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent l'éveil. L'éveil pour le bien de tous les êtres. Ouais. Et donc, eux, ils disent, toutes ces écoles, les écoles mahayanistes autres que Prasangika, vont dire, en effet, pour se débarrasser
de la prison du samsara, il faut se débarrasser du soi autosuffisant et substantiel. Et si on veut obtenir l'éveil, qu'est-ce qu'on doit faire? Réaliser le non-soi des phénomènes. Parce qu'il est plus subtil. Ouais. Ouais. Donc ça semble assez cohérent. Ça semble assez cohérent. Ouais. Et donc les Prasangika, eux, ils arrivent et ils disent non, c'est le même niveau de subtilité. C'est ce que dit Arya Nagarjuna dans le Ratnavali, qu'on a cité tout à l'heure. Dès l'instant où il y a la saisie des agrégats comme existant de manière inhérente, il y aura la saisie de la personne comme existant de manière inhérente. Ça veut dire que c'est un même niveau de subtilité. C'est-à-dire que le soi des phénomènes n'est pas plus subtil que le soi de la personne pour les Prasangika. C'est un même niveau de subtilité. Mais comme on l'a dit, il faut réaliser les deux. Il faut réaliser le non-soi de la personne et le non-soi des phénomènes. Pourquoi? Enfin, les agrégats. Parce que les agrégats sont la base d'imputation de la personne. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut aller en profondeur et essayer de trancher toute possibilité de saisir quoi que ce soit. Non seulement la personne, mais en plus sa base d'imputation. Ouais. Donc, ça veut dire que les Prasangika, à la suite de Arya Nagarjuna, disent si on veut, ne serait-ce que même pas, si on ne pense même pas à l'éveil, si on pense ne serait-ce qu'à la libération du samsara, il faut nécessairement réaliser la vacuité profonde, la vacuité de la personne et la vacuité de ses agrégats. Ouais. Donc, le non-soi personnel et le non-soi des phénomènes. Il faut réaliser les deux pour obtenir la libération. Alors que les écoles précédentes disaient pour obtenir la libération, il faut réaliser que le non-soi de la personne parce qu'il est plus grossier. Ouais. Ça vous parle? Ouais. Ouais. On pourra y revenir hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. On aura le temps d'y revenir. Très bien. Excellent. Bravo, bravo. Donc là, bien sûr, ça nécessite plus d'approfondissement, mais là, c'est déjà une première présentation. Bien sûr que ça, Sainte en reparlera. Ok. Donc la vérité ultime est parfois divisée en 4, 16 ou 20 vacuités. Mais on pourrait dire un nombre infini de vacuités, parce qu'il y a autant de vacuités qu'il y a d'existants. Ouais. Et il y a autant de vacuités que de vacuités des existants. Puisqu'on a dit tout à l'heure, il y a la vacuité de la vacuité. Donc il y a la vacuité de la vacuité d'une table, la vacuité de la vacuité d'une personne, etc., etc. Donc ça fait beaucoup de vacuités. Très bien. Et donc, sa sainteté dit ces taxonomies différentes entraînent diverses approches de la vacuité que l'on peut par exemple diviser en vacuité interne, vacuité externe, vacuité interne et externe, et ainsi de suite. Ce qui aboutit souvent à la vacuité de la vacuité. C'est-à-dire que quand on parle des 16 vacuités, on a ça. Vacuité interne, vacuité externe, vacuité des choses, vacuité des non-choses, etc. et vacuité de la vacuité. C'est-à-dire que parmi ces 16 ou 18 vacuités, il y a la vacuité de la vacuité. Justement, comme on disait tout à l'heure, pour éviter de réifier ou d'absolutiser la vacuité, parce que hélas, c'est possible. On peut la vacuiter, on peut l'absolutiser. Très bien. Donc, il est utile d'identifier la vacuité de la vacuité en tant que catégorie distincte, car dans la mesure où la vacuité est présentée comme la vérité ultime, il y a un risque de la considérer comme une entité absolue. D'autant plus si on l'appelle vérité absolue. Parce qu'il y a beaucoup de traductions, d'ailleurs la traduction qu'utilise le texte ici, c'est une traduction qui à l'origine justement parlait de vérité absolue. Et en fait on devrait dire plutôt vérité ultime, parce que vérité absolue c'est comme si justement la vacuité a été un absolu. Alors que pour les Madhyamika, l'absolu c'est toujours à la négative, c'est toujours réfuté, il n'y a pas d'absolu. Ouais. Très bien. Mais le danger c'est que Paramartha Satya en sanskrit, certains francophones, et même en anglais, vont traduire par vérité absolue. Et donc forcément, il y a la tendance, enfin moi je me souviens quand j'avais commencé à étudier tout ça il y a 15-20 ans, quand je lisais absolu, vérité absolue, etc., forcément j'avais tendance à penser que c'était un absolu. Parce que si ça ne veut pas dire ce qui a marqué, à ce moment-là, on est comme Perceval dans Camelot. Donc, c'est pour ça qu'il n'aime pas lire, parce que ça veut jamais dire ce qui a marqué. Et donc, si on dit que c'est une vérité absolue, ben on a tendance à se dire, ok, ce n'est pas relatif, puisque c'est absolu. Puisque absolu et relatif s'excluent mutuellement. Et donc, on a tendance à comprendre vacuité comme une vérité indépendante, une vérité absolue, une vérité indépendante. Hélas, non, c'est tout le contraire. Rien n'est indépendant, rien n'est absolu. Donc, c'est pourquoi il vaut mieux dire vérité ultime, ou vérité finale, ou vérité, etc., etc. Ouais. Très bien, très bien.
Et donc, c'est pourquoi le Bouddha affirme que la vacuité elle-même est dépourvue d'existence intrinsèque. Magnifique. C'est ce que dit Guy Bugeaud. C'est un philosophe qui enseignait, je ne sais pas s'il enseigne toujours à la Sorbonne, qui a commenté le traité Racine du milieu de Nagarjuna. Ça s'appelle Stance du milieu par excellence. Et je crois que dans son introduction, il dit l'absolu pour un Madhyamika, c'est un rond carré. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'absolu. Rien n'est absolu. Ouais. Très bien. Excellent. Donc maintenant, on a vraie et fausse convention. Là, on va entrer dans le croustillant. C'était déjà fait ou pas? Oui. On était déjà entré dans le croustillant. Donc là, on entre dans le croustillant du croustillant. OK. Vraie et fausse convention. Donc là, déjà, pour les Madhyamika, pour les Prasangika, quand on dit vraie convention, déjà, ça commence à clocher. Mais on va voir ça. La vérité conventionnelle ou relative est divisée en conventions vraies et fausses. Qu'est-ce que vous pourriez me donner comme convention vraie et comme convention fausse, par exemple? Alors, est-ce que les fausses conventions, ce sont les non-existants? Alors, si c'était un Les non-existant, non-existants ou les ersatz, enfin, par exemple, est-ce que le mirage est une fausse convention? voilà, ça c'est intéressant. Ça c'est une remarque intéressante. Est-ce qu'on peut inclure les non-existants dans les conventions? Parce qu'on avait dit, vous vous souvenez, la base de division des deux vérités, c'est les connaissables ou les existants. Et Ça le veut- mirage est inconnaissable. Si je dis mirage, tout le monde en a une notion. Tout à fait, exactement. C'est là où c'est très différent. C'est là où c'est très différent. Le mirage existe. Par contre, l'eau en lieu et place de la Ah, ouais. haute. Ouais, exactement. Donc on pourrait prendre par exemple un trompe-l'œil. Un trompe-l'œil qui représente une fenêtre. Le trompe-l'œil existe parce qu'il y a quelqu'un qui s'est pris la tête à dessiner un truc sur un mur. Donc il faut bien qu'il y ait un résultat, il faut bien que ça existe. S'il y a un peintre qui a dessiné un trompe-l'œil sur le mur, il faut bien que le trompe-l'œil existe. Donc le trompe-l'œil existe, ouais. Donc ça, c'est une convention, parce qu'on a dit les deux vérités ont pour base de division les existants. Donc ça veut dire que si ça existe, c'est soit une vérité conventionnelle, soit une vérité ultime. Et donc ça veut dire que les non-existants ne font pas partie des deux vérités. Ouais? Oui. Très bien. Donc les non-existants, on est obligé de les mettre de côté. Par contre, ceux qui donnent une apparence sans être en accord avec cette apparence-là, donc un trompe-l'œil, un mirage, etc., en effet, c'est faux. Vous êtes d'accord? Et le rêve aussi, le rêve, non, c'est faux aussi. Exactement. Le rêve de table et la table, la table est vraie, le rêve de table. Exactement. Une table est vraie, alors qu'une table onirique est fausse, en effet. Ouais. Très bien. Excellent. Donc, en effet, vous avez bien compris. Oui, mais elle fait partie d'une condition valide, en fait, parce que même si c'est onirique ou c'est quelque chose, on a l'impression que c'est vrai. Donc, parce que dans les... C'est une condition valide quand même. C'est l'aspect qui est une condition valide. C'est l'aspect du mirage qui est une condition valide. Mais pas parce que dans une condition, oui, mais dans une condition valide, tu peux avoir quelque chose de faux. Après, je ne me rappelle plus le terme exact, parce que dans les conditions valides, en fait, tu peux avoir une condition inférentielle. C'est dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle, où en fait, dans la condition valide, après, on peut interpréter quelque chose alors je ne sais plus les termes, je ne me rappelle plus, de vrai, et puis après, il y a quelque chose qu'on doit interpréter dans notre tête parce qu'on n'est pas sûr, et du coup, on prend une décision, mais cette décision peut être fausse, même si on a l'impression qu'elle est vraie. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. Après, je ne sais plus quel était le terme que tu avais utilisé, mais je crois que c'était faux, quelque chose, c'était ça. Mais après, je ne sais pas si je mélange un petit peu tout, peut-être. Hein. Peut-être tu disais que c'était erroné dans la cognition inférentielle, c'est ça que tu voulais dire? Peut-être c'était dans la commission inférentielle, et après, dans la commission inférentielle, il fallait choisir. Elle est valide et erronée, c'est ça que tu veux dire? C'était peut-être ça, oui. Mais je ne sais pas si c'était erroné qu'il avait dit. Je crois que c'était fausse. Ah, c'est pas pareil, ouais, c'est pas là. Alors, je ne sais plus, Jimpa, et c'est après. Je sais pas. Alors, en effet, si j'avais dit qu'une condition inférentielle était fausse. Non, c'est pas l'inférentiel, c'était quand tu as
la condition inférentielle, après, tu peux arriver à un résultat qui peut être faux, alors que toi, tu penses que c'est vrai. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. Ok. Alors, Ou ça peut être faux, en fait. Ça peut être vraiment faux parce qu'on... Ben, je ne sais plus c'était dans quelle vidéo, en fait, tu parlais des conditions valides et en fait, après, c'était divisé en deux. Et justement, la deuxième partie, elle était sujet à interprétation. Bon, Ouais. après, je ne me rappelle plus. Après, c'est peut-être moi qui ai mal compris aussi, et c'est possible. Hein. Pas la supposition. Voilà. Parce que Non, dans je sais pas. il y a les valides non erronés et les valides erronés. Mais ça n'a rien à voir avec les fausses, c'est ça, je pense. Oui, normalement, c'est ça. Alors, c'est ça, oui, peut-être c'est ça. Alors, oui. C'est ça. Ça veut dire que une cognition erronée, ça veut dire que c'est une conscience qui se trompe à l'égard de son objet apparent. C'est-à-dire, D'accord, oui. ouais, par exemple, on regarde notre visage dans le miroir, on regarde le reflet du visage dans le miroir. Le reflet donne l'apparence d'être le visage, mais n'est pas le visage. Donc ça, c'est simplement erroné. Si on se met tout à coup à raser le reflet sur le mirage, Ça, c'est l'asile. là, ça veut dire qu'on commence à mettre de la mousse à raser sur le visage, sur le reflet du visage, etc. Je crois qu'il y a une histoire drôle comme ça je sais plus quoi, d'une secrétaire folle, etc. En fait, comment est-ce qu'on arrive à reconnaître l'ordinateur d'une secrétaire folle? C'est celui sur l'écran, il y a du correcteur. C'est le même principe. C'est-à-dire que ça veut dire que, en effet, si on regarde le reflet de notre visage dans le miroir, il donne l'apparence d'être notre visage, mais avec quelque chose de faussé, puisqu'en effet, il donne l'apparence d'être le visage, mais en plus à l'envers. Donc ça, c'est faussé. Et on n'y croit pas. Donc c'est juste erroné, c'est pas faux. Mais si on commence à adhérer à ça, à croire que c'est notre visage qui est là, c'est totalement faux. Là, on est à côté de la Ah, plaque. voilà, d'accord. Très bien. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, quand c'est une cognition fausse, on se trompe à l'égard de l'objet d'engagement. Ça veut dire qu'on se trompe à l'égard de ce qu'on est censé comprendre. Pas uniquement la simple apparence, mais l'objet qui est censé être compris par la conscience. Ouais. D'accord. Très bien. Excellent. Excellent. Ça, c'est super. OK. Et donc ça, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport aux vraies et fausses conventions. Ah oui, très bien. C'est ça. Okay. Vraie et fausse convention. Bah, c'est le même principe. C'est le même principe. Ça veut dire que quand on regarde un trompe-l'œil magnifique, etc., sur un mur, il y en a qui sont vraiment très très bien réussis. On a vraiment l'impression de voir une fenêtre, etc. Et donc si on y adhère, on est à côté de la plaque, on est d'accord. Parce que là, c'est totalement faux. Parce qu'on veut ouvrir une fenêtre alors qu'il y a juste un dessin d'une fenêtre. Par contre, si on a compris que c'était un trompe-l'œil, à ce moment-là, le trompe-l'œil ne va pas s'effacer pour autant, il va continuer de nous apparaître, vous êtes d'accord? Mais on n'adhère plus, on sait très bien qu'il n'y a pas de fenêtre et que ce n'est qu'un trompe-l'œil. Dans ce cas-là, ça reste erroné, mais ce n'est plus faux, parce qu'on n'adhère pas au fait à l'apparence. Ouais. Vous êtes d'accord? Oui. Bien. Oui. Excellent. Donc ça, c'est super. Ça, c'est super. Mais pour les prasangika, les deux sont faux. De toute façon, oui. La vraie fenêtre et la fausse fenêtre, pour les prasangika, les deux sont faux au regard de la vérité ultime. Pourquoi? Parce que autant la vraie fenêtre... Oui, Laurence? Essaye en mime. Oui. Ah, je peux en langue des signes. Oui, c'est faux du principe que une fenêtre peut s'ouvrir. Et d'ailleurs, ça se dit comme ça. Et là, le trompe-l'œil, on ne pourra jamais ouvrir la fenêtre. Exactement. À moins d'avoir une bonne masse. On prend une bonne masse et on tape sur le mur, on essaie d'ouvrir la fenêtre. En effet, c'est tout à fait ça. Ça veut dire que la fenêtre, elle correspond à la fonction d'une fenêtre, et donc elle est vraie. Et le trompe-l'œil ne correspond pas à la fonction d'une fenêtre, et donc il est faux. Donc ça veut dire que l'un se donne à voir tel qu'il est, et l'autre ne se donne pas à voir tel qu'il est. Mais au regard du prasangika, les deux sont fictifs, aussi l'un que l'autre, aussi bien l'un que l'autre. Pourquoi? Parce que le trompe-l'œil donne l'apparence d'existence inhérente, la fenêtre donne l'apparence d'existence inhérente. Les deux donnent une apparence fausse.
Et donc, que ce soit faux ou vrai au regard du monde, au regard du point syndical, les deux sont fictifs. Je pensais à un autre exemple, justement, de le serpent et la corde. Exactement. Là, c'est autre chose encore. Alors, c'est très similaire. C'est pareil. C'est similaire parce qu'en effet, quand on a le serpent en lieu et place de la corde, c'est une cognition fausse. On arrive avec notre lampe torche et on constate qu'en effet, c'est une corde. Et donc, le serpent n'existe pas du tout en lieu et place de la corde. La corde existe, mais autant l'un que l'autre, l'apparence du serpent donne l'apparence d'exister de manière inhérente et la corde aussi donne l'apparence d'existence inhérente. Ouais. Donc les deux sont totalement vides d'existence inhérente. Ouais. Mais conventionnellement, l'un existe et l'autre n'existe pas. Oui, conventionnellement. Il n'y a pas de serpent en lieu et place de la corde. Donc le serpent est un non-existant en lieu et place de la corde. Et la corde, elle, est un existant. Mais le non-existant ou l'apparence du non-existant et l'apparence de l'existant, tous les deux sont souillés par cette apparence d'existence inhérente. Ouais. Ouais. Et donc c'est souvent quelque chose qui est utilisé dans les textes, par exemple dans Buddha Palita qui commente Arya Nagarjuna, le Madhyamaka Shastra, quand il le commente, lui il emploie un exemple. Il dit par exemple, vous avez deux personnes qui voient sur un mur la représentation d'une déité. Et il y en a un qui dit c'est Shiva et l'autre qui dit non, c'est Vishnu. Et donc forcément il y en a un qui a tort, il y en a un qui a raison. Ça on est d'accord, parce que si c'est Shiva qui est représenté, ça ne peut pas être Vishnu. Mais s'il y en a un qui dit que c'est Shiva, il a tort. Et si l'autre qui dit c'est Vishnu, il a raison. Vous êtes d'accord? Enfin, ils ont tort tous les deux parce que c'est une représentation de... Exactement. Parce qu'à un moment donné, il demande à un brahman, il demande à un sage, qui leur demande alors qui a tort et qui a raison. Et en fait, lui, il dit, mais vous avez tous les deux tort, parce que ce n'est qu'une représentation. Et Buddha Palita, lui, il donne tort au sage. Parce qu'il dit, mais en fait, les deux, aucun des deux ne se pose la question, est-ce que c'est un vrai Vishnu ou un vrai Shiva? Aucun des deux ne dit ça. Est-ce que c'est la représentation de Vishnu et de Shiva? Et en fait, le sage, lui, se trompe de l'analyse. Lui, il parle d'une analyse ultime, alors que les deux autres, eux, sont uniquement sur le conventionnel. Ouais. Mais en effet, c'est un très bon argument pour dire que si on débat, est-ce que, par exemple, sur des personnages d'une série TV, par exemple, il y a des fois les gens parlent de ces personnages, il y en a qui disent ah mais c'est celui qui s'est marié avec une telle, etc. Et l'autre qui dit non, c'est pas ce personnage, c'est son frère qui s'est marié avec une telle, etc. Donc les deux personnes se chicanent sur des personnages totalement fictifs. Mais en même temps, on peut dire qu'au sein de la fiction, l'une a raison et l'autre a tort. Si elle se trompe de personnage, elle a tort. Si elle trouve le bon personnage, elle a raison. Ouais. Ouais. C'est comme ça que les Prasangika disent. Ils disent au sein de la convention, tout est fictif. Mais au sein de cette convention fictive, il y en a qui sont plus dans le juste et il y en a qui sont complètement à côté de la plaque. Ouais. Ça vous va? Ouais. Ça vous Moi, parle? si je peux dire juste quelque chose là-dessus, c'est que, en tout cas, mon ressenti, c'est que je comprends tout ce qui est dit. Enfin, je comprends. Oui, je comprends tout ce qui est dit. La seule chose, c'est quand on pousse l'analyse, on n'arrive pas toujours à réfuter, en fait. Mais je peux comprendre l'histoire de la vérité ultime et vérité conventionnelle. Je pense que j'arrive à... Mais c'est vrai que quand on essaie de comprendre vraiment, c'est là que ça pose problème finalement. Parce que c'est l'analyse qui pose problème. Oui. Et même si, en fait, en gros, je pense qu'on peut comprendre la différence entre... parce que je sais plus, on parlait d'une autre fois de la simple imputation. C'était ça une fois, je sais plus, c'était il y a quelque temps. Moi, j'ai eu du mal à comprendre cette simple imputation par rapport à finalement dire que c'est une simple imputation et finalement dire ben, c'est parce que c'est une simple imputation qu'on n'arrive pas à dire qu'on rejette quelque chose, enfin cette existence inhérente intrinsèque, parce qu'en fait, comme c'est juste une simple imputation, on est obligé en fait de dire ben, c'est Eustache ou je ne sais plus, Rosemary, tout ça. Mais le fait de dire que c'est Rosemary, en fait, on pense comprendre, mais en fait, quand on creuse, on n'arrive pas finalement. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. On n'arrive pas vraiment à dire, ben, Rosemary n'est pas vraiment Rosemary qu'on voit, c'est pas elle en fait. Et c'est par rapport aux agrégats. Donc
Enfin, je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas, je ne sais pas, j'arrive à comprendre tout ce qui est dit, mais finalement, quand on essaie de rentrer un peu plus en détail, c'est là où ça coince Oui, par parce rapport que à tout ce que tu dis. c'est difficile. C'est C'est difficile, même si on comprend, en fait. Oui, oui, c'est le point le plus difficile, c'est de réaffirmer l'existence conventionnelle une fois qu'on a éliminé l'existence ultime. C'est de réaffirmer l'existence conventionnelle. Comment fonctionne l'existence conventionnelle? C'est le point le plus difficile du Madhyamika et du Prasangika en particulier. C'est l'analyse, en fait, qui pose problème, parce que quand on essaie de méditer, même de façon analytique, comme on dit de le faire, même si je peux dire je ne suis pas mes agrégats ou je ne suis pas un ou différent, ça, j'arrive à le faire, enfin, ou tout le monde arrive à le faire en disant Eustache n'est pas ses agrégats, on ne peut pas le trouver si je coupe mon doigt, ou Eustache, ou enfin, ou Rosemary, ou Laurence. Mais en fait, quand on essaie de creuser plus loin, c'est compliqué parce qu'on bute quelque part. Et je pense que quand on n'arrivera plus à buter, ben, ça sera génial, mais je pense que c'est compliqué d'en arriver là. En tout cas, c'est mon ressenti. J'ai l'impression que c'est quelque part et il y a quelque chose qui bloque en fait. Même si on comprend de façon générale, mais on le comprend, mais je ne sais pas si vraiment on le comprend de façon profonde en fait. Je ne sais pas. Je pense qu'il manque en fait quelque chose. On n'arrive pas à aller loin dedans. C'est peut-être le but de la méditation analytique en fait. Peut-être c'est ça en fait, pour essayer de creuser, de dire, je sais plus qui disait ça en fait, qu'il y a un moine en fait qui, quand il a compris, s'est accroché à la robe de quelqu'un parce qu'il avait compris finalement c'était quoi la vacuité. Eh ben, je pense que c'est ça. Je pense qu'on le comprend tout ce qui est dit, mais il nous manque le jour où on va vraiment comprendre en fait ce que c'est vraiment. Ça sera génial, mais bon, je sais pas. Oui, c'est difficile. Parce que on est tellement familiarisé avec l'opposé de la vacuité depuis des vies sans commencement que c'est très difficile de renverser la manœuvre et de comprendre notre vraie réalité, en fait. Parce qu'on est assujetti à l'illusion depuis des temps sans commencement, à l'ignorance et tout ça. Donc forcément, ça prend du temps d'essayer de... Et ça demande beaucoup de raisonnement. C'est pour ça que dans le Mahayana, on insiste sur la diversité des raisonnements pour cerner, cerner la vacuité et ne laisser la moindre place. Il ne faut pas qu'il y ait la moindre part d'ombre où l'existence inhérente pourrait aller se cacher. En fait. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs faisceaux lumineux qui vont essayer de projeter la véritable nature de nous-mêmes, de nos agrégats, etc., pour être sûr Il de... manque le tilt. Il manque le tilt. Moi, j'appelle ça comme ça. Un jour, il y aura un tilt. Et là, ça sera, j'ai tout compris. Ce sera la perception directe, là. Ben, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est ça. Un jour, ça va faire tilt. Et là, ça va être, je sais pas. Et là, tout va être compris. C'est ce que j'ai l'impression, mais C'est possible. C'est je sais possible. pas. Ouais, ouais. Donc ça demande bien sûr beaucoup d'analyse, de raisonnement, beaucoup comment dire, de purification, de développement, d'accumulation de mérites, etc. C'est ce que Manjushri avait dit à la Tsongkhapa. La Tsongkhapa avait beaucoup analysé, etc. Et il avait pu avoir une vision pure de Manjushri. Et il lui a demandé alors, entre le Swatantrika et le Pasangika, j'ai quelle vue? Et il lui a dit oh, ni l'une ni l'autre. Donc, tu peux retourner dans ta grotte et faire des accumulations de mérites, offrir des mandalas, faire des prosternations, etc. Et c'est ce qu'a fait la Tsongkhapa. Il a fait une retraite pour éliminer les négativités, pour accumuler des mérites, etc. Et là, son esprit s'est tellement éclairci que quand il a lu à nouveau le Buddha Palita Vritti, le commentaire de Buddha Palita du traité du milieu de Nagarjuna, il a fait un rêve au cours de la nuit avec tous ces grands maîtres du Madhyamaka, Nagarjuna, Chandrakirti, Buddha Palita, Shantideva, Avalokitavrata, etc. Et donc, l'un d'eux a posé le texte sur sa tête. Et quand il s'est réveillé, ça a fait tilt. C'est ça. C'est là qu'il a composé le Tendel Topa, la louange à l'interdépendance, qui est un magnifique poème adressé au Bouddha pour lui rendre hommage pour son enseignement sur la vacuité. C'est magnifique, c'est très très beau. Et donc, ça a pris du temps, parce que même il avait beaucoup étudié avant tout ça. Il était extrêmement érudit, extrêmement un très grand dialecticien, mais il lui manquait des causes et des conditions, tout simplement. N'importe quel effet nécessite des causes et des conditions, et ça en fait partie. Ça en fait partie. Et c'est vrai que multiplier les raisonnements, c'est peut-être ça qui est nécessaire aussi. Hein.
c'est ce qu'ils disent. Hein. Ils disent dans le Mahayana, on insiste beaucoup sur les raisonnements, non seulement pour ensuite pouvoir les enseigner aux autres, parce que si on a une attitude des bodhisattvas, on veut aider les autres à se débarrasser de la souffrance, et donc on veut leur donner un maximum, un trousseau de clés pour échapper à leur prison du samsara. Et donc il faut être spécialiste en clés, en fait. Et donc ces clés-là, ce sont ces raisonnements qui permettent de certifier la vacuité. Et donc il faut pouvoir les connaître soi-même pour pouvoir les enseigner aux autres. Et il faut aussi soi-même essayer d'avoir un faisceau de présomption. Il faut avoir ce faisceau de preuves, en fait, hein, pour essayer de réfuter autant comme autant l'existence inhérente. Et donc de bien comprendre ce que veut dire l'existence inhérente. Parce que souvent, ça peut être un sujet de débat. Ça veut dire qu'on dit, d'accord, on dit, il faut comprendre l'objet de négation pour le réfuter. Il faut comprendre l'objet de négation, c'est l'existence inhérente. Et donc, l'existence inhérente, c'est quoi? C'est l'opposé du véritable mode d'existence conventionnelle. L'existence conventionnelle, c'est quoi? C'est une simple imputation, exister au travers d'une simple désignation. Mais exister au travers d'une simple désignation, ça, on le comprend uniquement si on a réfuté l'existence inhérente. Donc, c'est un petit peu casser la vitre avec le marteau qui est derrière. Non? Mais je ne sais pas si on arrive à le comprendre, l'absence. On arrive à le dire, mais je ne sais pas si on arrive vraiment à le comprendre. Je pense qu'on le dit, mais on ne le comprend pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai, parce que moi, je peux le dire, j'arrive à, enfin, en tout cas, cerner ce qu'on est en train de dire, mais je ne pense pas que je le perçois vraiment. Je peux dire que je le comprends, mais je ne suis pas sûr que je le comprends vraiment, dans le sens où je l'ai intégré en moi. C'est comme ça que c'est comme ça que le jour où je l'aurai intégré, je pense que j'aurai découvert quelque chose, mais je pense qu'on dit, enfin en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, qu'on dit tous oui, je comprends, mais je pense qu'il y a une différence entre le comprendre et l'intégrer et le faire, que ça fait partie de soi en fait. Oui. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, moi. Hein. C'est très difficile parce que là, ça demande un entraînement méditatif soutenu, régulier, constant, etc. Bien sûr. Hein. Parce que forcément, l'ignorance revient à la vitesse d'un cheval au galop. Donc, parce qu'on est tellement familiarisé avec ça et les phénomènes continuent d'apparaître comme s'ils existaient de manière inhérente. Donc, l'apparence amène facilement la saisie. Donc, il faut vraiment méditer sur la vacuité régulièrement, constamment, etc. C'est pour ça que il y a dans les vœux de Bodhisattva, les vœux tantriques, etc., le fait de se souvenir encore et encore de la vacuité, parce que c'est la clé, c'est la clé. Et c'est vrai que c'est difficile parce que il y a aussi cette progression de cette compréhension qui va d'une école à l'autre. C'est pour ça qu'il y a ces écoles philosophiques qui sont mentionnées dans les textes. Par exemple, la Tsongkhapa dans le Madhyamaka, dans son commentaire au Madhyamakavatara de Chandrakirti, il parle à un moment donné d'un débat entre les Swatantrika et les Prasangika, parce que souvent on dit que si on ne comprend pas déjà ce que disent les Swatantrika par rapport à l'objet de négation, c'est d'autant plus difficile de comprendre ce que disent les Prasangika comme étant l'objet de négation. Donc il faut déjà commencer à comprendre ce que veut dire l'absence d'existence véritable chez les Swatantrika pour ensuite passer un pas supplémentaire et arriver à réfuter non seulement l'existence inhérente ultimement, mais aussi à réfuter l'existence inhérente conventionnellement. Et à ce moment-là, on arrive au point de vue Prasangika. Donc ça demande des échelonnages, en fait, des paliers qui sont passés les uns après les autres, avec des niveaux de subtilité par rapport à ce que veut dire l'objet de négation. Parce que tout commence par là. De quoi sommes-nous vides? Et donc il faut comprendre ce que veut dire existence inhérente, absolue, indépendante, etc. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a ces différents niveaux de dépendance, la dépendance causale, la dépendance du tout par rapport à ses parties, et la désignation dépendante. Donc la désignation dépendante, c'est le résultat de notre compréhension de la vacuité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser la désignation dépendante comme raisonnement pour prouver la vacuité, parce que c'est ce qui vient à l'issue de notre compréhension de la vacuité. On a réfuté l'existence inhérente, qu'est-ce qui arrive? L'existence dépendante en tant que simple désignation dépendante. Donc ça arrive à l'issue du raisonnement. Donc ça veut dire qu'au début, on doit utiliser la dépendance causale et la dépendance du tout par rapport à ses parties. Mais certains pourraient très bien s'arrêter à la dépendance causale. C'est pour ça, tout à l'heure, on a dit que les phénomènes permanents sont vides d'existence propre.
mais on serait tenté d'absolutiser les phénomènes permanents parce qu'on accepte ce que veut dire pratitya samutpada, la production dépendante, au sens littéral, de causalité, de pure causalité. Et donc, ça veut dire que les phénomènes qui ne sont pas causaux, les phénomènes qui ne sont pas produits, seraient doués d'existence inhérente, ou doués d'existence indépendante. Moi, j'ai une impression qui est un peu différente de Stache, c'est-à-dire que plus on pousse le raisonnement, plus je suis comme dans un endroit sans bord et comme un puits, mais sans bord et sans fond, où plus j'avance et je pense voir quelque chose, et plus il n'y a rien, et plus enfin, si, il y a quelque chose, mais plus les choses se redécomposent. Donc, c'est à l'inverse de Stache. J'ai bien aimé quand il dit, j'ai l'impression d'avoir des blocages. Les blocages, pour moi, c'est quelque chose qui obstrue. Et moi, c'est l'inverse, et plus je m'en rapproche, plus en fin de compte, c'est comme si tout s'émiettait, quoi. Ouais, ça peut donner cette impression-là, comme si on pouvait passer la main à travers la table. Comme si on voulait pointer avec notre fourchette les pépins de tomates et ils nous échappent à chaque fois. Ça peut donner cette impression-là, en effet. Donc c'est pour ça, oui, après il y a peut-être différents ressentis en fonction des histoires de chacun, etc. hein, il y a différents ressentis, mais c'est vrai que on peut en effet avoir une sensation comment dire, on n'arrive pas à agripper quoi que ce soit, tout nous échappe à chaque fois, et ça peut donner une impression un petit peu de panique, hein, ça pourrait arriver, pourquoi pas. Mais ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'en effet, il faut revenir encore et encore sur cette analyse, ne pas se satisfaire d'une analyse initiale, ou même de 2, 3 ou 4 analyses, etc. Il faut à nouveau analyser et tout remettre sur le tapis, à chaque fois. Ne pas se satisfaire d'une compréhension qu'on a eue, bien sûr, sauf si on a d'autres méditations à faire, méditation tantrique, etc. Donc, dans ce cas-là, on va essayer d'employer un type de compréhension de la vacuité qu'on aurait eu initialement. Mais ce qu'il faut faire, c'est que régulièrement réanalyser la vacuité pour essayer de bien comprendre ce que veut dire l'existence inhérente, étudier les textes classiques, etc. Et donc d'essayer de bien cerner de quoi il s'agit. Parce que le danger, c'est toujours comment dire, de vaciller entre l'un ou l'autre des deux extrêmes, entre l'absolutisme et le nihilisme. Donc c'est pourquoi il est toujours très très important d'analyser encore et encore, de ne pas se satisfaire de ce qu'on a essayé de comprendre, mais toujours de revenir à quelque chose de cohérent. Si normalement, c'est ce que dit la Tsongkhapa, il dit dans le Namso Namso, il dit il dit si on arrive à comprendre que l'apparence réfute l'absolutisme et que la vacuité se manifeste, la vacuité réfute le nihilisme et se manifeste à travers la causalité, à ce moment-là, on est sûr de ne pas sombrer, de ne pas être emporté par les vues qui saisissent des extrêmes. Donc ça veut dire que si on arrive à comprendre que plus la vacuité implique l'existence dépendante, la causalité et au sein de la causalité karmique, à ce moment-là, on a des chances de ne pas sombrer dans le nihilisme. Et si en méditant sur la causalité et donc la causalité karmique en particulier, on arrive à voir que les effets et les causes ne peuvent pas exister s'ils étaient doués d'existence intrinsèque, à ce moment-là, on ne peut pas sombrer non plus dans l'absolutisme. Donc c'est intéressant de voir que la vacuité et les conventions doivent s'impliquer mutuellement. Ouais. En tout cas, bravo, c'était extrêmement croustillant, extrêmement difficile ce soir. Et donc, il y a plein de choses sur lesquelles on reviendra forcément, puisque Sasanté ne fait qu'une introduction là pour l'instant. Et donc, on verra la suite dans 15 jours, je crois. Et donc, merci. Merci à vous. On sera merci Christophe. Avec grand plaisir. On sera donc pas le 7. Bonne semaine à tous. La semaine après. Oui. Ok, on sera donc le 14 la prochaine fois. Ok, merci à tous. Merci Jimpa, merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup, bonne semaine. Merci à tous. Merci. Et bonne santé. Merci, oui. Merci.